on est sorti de COVID, mais on est toujours sur l'ordinateur et on se protège toujours. On est les femmes de Wire, le premier réseau collaboratif 100% femmes inspirantes, innovantes et solidaires de l'immobilier. Et on vous invite d'écouter deux de nos membres qui sont super, qui ont créé la société Myri. Et on est très heureuse et très honorée d'avoir Deborah Fritz et Isabelle Teboul-Cohen. Et on n'a pas invité les deux autres fondateurs, qui sont deux hommes qui sont là aussi de faire tout ce qu'il faut faire dans les entreprises. Alors, Deborah, vous avez commencé, ça fait 17 ans que vous êtes dans une carrière immobilière, vous étiez chez un grand institutionnel et aujourd'hui, vous avez créé Myri. C'est Get Myri ou c'est Myri? Alors, c'est déjà, Niska, merci de nous recevoir. Bonjour. C'est Get Myri pour le site web, mais l'entreprise s'appelle Myri. L'aventure Myri, elle est née il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, effectivement, moi, j'ai travaillé d'abord en finance d'entreprise, pas IMO, mais ensuite en finance d'entreprise IMO. Donc, en tant que directrice financière d'un gros fonds d'investissement dédié à l'immobilier. Et l'idée est venue au fur et à mesure de simplifier le travail des asset managers pour passer plus de temps sur les actifs et moins de temps sur la collecte et la réconciliation de données. Et donc, l'idée était de modéliser notre travail d'asset management. Et pour ça, effectivement, comme tu l'as cité, on est 4 associés. Donc, Isabelle, qui est là et qui est une ancienne notaire et qui pilote évidemment tout l'aspect juridique, mais également la plateforme en tant que telle. Ariel, qui vient de gros éditeurs de logiciels. Et Arnaud, qui est notre CTO et qui vient, lui aussi avait des postes de DSI de grands groupes, également partenaire chez Price en sécurité Big Data. Donc, une start-up, mais composée de 4 cofondateurs avec une solide expérience IT et immobilière. Et avec tout ce que nous venons de vivre, de moments historiques avec la pandémie de coronavirus, comment cela vous a impacté votre société? Alors, j'ai envie, ça a impacté forcément notre société, mais j'ai aussi envie de te répondre d'un point de vue peut-être humain et femme là-dessus, puisque le coronavirus nous a impacté en tant que Myri, mais nous a impacté aussi, comme tous, dans notre vie familiale. Donc, il a fallu qu'on conjugue à la fois la classe à la maison et en même temps gérer une entreprise de 22 personnes. Donc, ça a été assez sportif à titre personnel, mais je pense que c'est le cas pour chacune des femmes et des hommes qui ont des enfants à la maison. D'un point de vue plus professionnel, on était complètement prêt pour le télétravail. On est une start-up nouvelle génération avec des collaborateurs extrêmement jeunes. Donc, tout le monde a des laptops, tout le monde a de quoi travailler. On est complètement en cloud et le télétravail était déjà bien en place chez nous. C'est juste que là, c'était tout le monde en même temps en télétravail. Donc, ça, c'est plus d'un point de vue RH. On a même réussi à onboarder 2 collaborateurs en télétravail en faisant livrer des laptops et en onboardant. Donc, ça prouve que nos outils étaient bien prêts. D'un point de vue plus commercial, forcément, les grands groupes avec lesquels on était en négociation, etc., ont stoppé le temps du virus, même si les négociations et les discussions reprennent maintenant. Et on a vu plein de plus petits acteurs hyper intéressants qui ont réalisé qu'ils avaient besoin de digitalisation et besoin d'aller plus vite et de se concentrer sur les actifs et non plus sur la donnée financière ou juridique qui sont devenus clients chez nous. Tes enfants qui te voyaient travailler tout le temps, quelle était leur réaction? Tout le monde sur la table du salon, tout le monde a travaillé en même temps, donc s'ils me voyaient travailler, il fallait qu'ils travaillent. Moi, j'ai vécu le confinement avec un bébé de 3 mois qui venait de commencer la crèche. Et du coup, on a reporté la crèche à la maison pendant cette période de confinement. Donc, en effet, c'était sportif aussi de mon côté, de gérer à la fois les équipes, le produit, parce qu'on a continué à bosser dur pendant ce confinement. Et comme nos développeurs avaient l'habitude de travailler en télétravail, mais ça n'a pas ralenti finalement les releases de nos nouvelles fonctionnalités. Mais c'est vrai qu'avec un bébé qui demande pas mal d'attention, c'était un challenge. Moi, j'ai 3 collégiens, donc c'est assez. Ils ont repris cette semaine et c'est assez en dents de scie. Certains le matin, d'autres l'après-midi, parfois qu'une heure, parfois 2 heures. Voilà, ils ont repris pour une semaine, histoire de dire qu'ils ont repris. Isabelle, avez-vous ressenti un changement flagrant vis-à-vis de vos clients de l'immobilier à la suite du confinement?
Ce qui est certain, c'est que cette période sans précédent a changé les habitudes de travail. Alors, chez nous, un peu, puisqu'on est passé en tout télétravail, mais beaucoup chez nos clients qui avaient moins cette habitude, qui pour certains n'avaient pas de laptop pour tous leurs salariés, qui travaillaient vraiment dans leurs locaux. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup changé leurs habitudes de travail. Et dans ce cadre-là, Maïri, quand c'était déjà installé chez des clients, leur a permis de travailler de façon encore plus efficace et de façon encore plus collaborative, avec une donnée instantanée, accessible à tous en temps réel. Donc, je dirais pas que ça a été un changement flagrant, mais en tout cas, ça a peut-être accéléré une prise de conscience qu'aujourd'hui, la digitalisation et que les nouveaux outils de communication n'est plus vraiment une option. Ça a peut-être accéléré une prise de conscience qui était déjà là chez la plupart de nos prospects, puisque en 2020, tout le monde sait qu'on a besoin d'outils collaboratifs, mais ça a peut-être accéléré cette prise de conscience, ce télétravail forcé. Quelles sont des nouvelles, Deborah, de résolution de Maïri après cette crise de COVID? Quel était le changement, peut-être Internet ou sur l'innovation que vous avez réfléchi? On était déjà tout cloud, tout digital, avec un de nos grandes phrases marketing, c'est qu'on peut consulter la donnée de partout à tout moment, sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un laptop. Donc, on est toujours sur cette ligne. En revanche, ce qu'on a dû adapter, c'est nos présentations, puisque se fasse de façon plus smooth en Zoom, vérifier les connectiques, etc., ce qu'on n'était pas habitué à faire, mais voilà, c'est rentré dans le process. Et puis on continue notre croissance et on continue à convaincre nos clients sur ces besoins-là. Après, dans les nouvelles résolutions, elles sont peut-être plus RH, avec un suivi peut-être plus fin, plus personnalisé des collaborateurs. Ça peut être difficile pour certains de se retrouver seul pendant 3 mois. On a mis en place un suivi psychologique pour ceux qui le demandaient, parce que c'est pas toujours, ce confinement n'a pas toujours été très bien vécu. Et puis, du coup, une nouvelle politique sur le télétravail, où avant, c'était quand ils en avaient besoin, il n'y avait pas de problème. Là, peut-être un peu plus le standardiser. Si on devait revivre ces crises, que souhaiterez-vous que votre groupe gère différemment? Là, tu viens de parler de ce côté psychologique et que vous avez mis en place pour anticiper ce changement. Donc, est-ce que ça va continuer comme le dernier confinement ou est-ce qu'il y a quelque chose que le groupe entier a décidé de faire pour améliorer justement cette bien-être en entreprise digitale? On a pris un pli quand même et on va le continuer, c'est-à-dire qu'on a imposé des réunions où tout le monde se voit, où on est obligé de mettre la caméra histoire d'avoir des réunions visio. On a aussi essayé de faire un peu des apéros Zoom, etc. On peut pas faire grand-chose de plus. On s'est beaucoup réunis avec Isabelle, Ariel et Arnaud pour réfléchir à comment travailler différemment. Mais on était déjà bon puisqu'on a vu que la productivité n'avait pas du tout baissé chez nous. C'est voir l'inverse parfois pour certaines personnes. On s'est rendu compte qu'ils avaient plus d'1 heure de transport par jour. La productivité a augmenté. D'un point de vue peut-être un peu plus prosaïque, en fait, ce qu'on a mis en place, évidemment, comme toutes les entreprises, c'est des mesures d'hygiène super strictes. On fournit des masques, évidemment, à nos salariés. Il y a du gel hydroalcoolique sur place. Au moment où il y avait encore la règle des 4 mètres carrés par salarié, on faisait en sorte que c'était respecté, puisque les collaborateurs qui revenaient au travail devaient l'indiquer pour qu'on n'ait pas trop de collaborateurs et qu'on puisse respecter ces gestes barrières et cet éloignement. Maintenant, c'est plus le cas. Évidemment, on souhaite pas une deuxième vague, mais si jamais elle arrivait, on poursuivrait nos efforts en termes de télétravail et de collaboration à distance, comme on l'a fait. Et cet impératif, donc comment vous avez fait ça? C'était tous les jours? De temps en temps, ponctuellement, pour animer un peu l'équipe. Donc, pas de récurrence. Alors, est-ce que vous avez vu peut-être avec vos sociétés avec lesquelles vous travaillez et avec d'autres personnes, est-ce qu'il y avait une différence entre des femmes dirigeants et des hommes dirigeants? Est-ce que vous avez vu ça pendant le COVID? Alors, je sais pas, moi, s'il y a une vraie différence de management et de leadership entre une femme et un homme. Ce qui est certain, c'est que sans doute les femmes se mettent plus de barrières avant de monter leur entreprise, se demandent peut-être plus si elles en sont capables, si elles vont être crédibles, se posent plus de questions, ont peut-être peur aussi d'être un peu moins financées. Ce qu'on voit dans notre secteur, c'est assez inquiétant. Il y a que 9% de femmes fondatrices dans les startups dans le secteur de l'immobilier, donc c'est extrêmement peu. Donc c'est peut-être entreprise parce que c'est 5%. Dans l'immobilier, c'est 9% maintenant? 9% dans les startups. Ah bon?
9% dans les startups, mais c'est un chiffre qui est très bas. Donc peut-être que la différence, c'est peut-être cette peur de se lancer en amont. Après, une fois qu'on est lancé, je sais pas s'il y a une vraie différence entre Déborah et moi. Par exemple, on n'a pas forcément la même façon de manager, le même caractère. Donc c'est pas uniforme en tout cas un leadership féminin. Mais ce qui est sûr, c'est que nous deux, on adore être challengés par nos équipes, qu'on adore les échanges, qu'on adore les discussions et que nos équipes nous challengent quotidiennement. Et qu'on a peut-être moins peur qu'un homme d'être mis en question, qu'on a peut-être, voilà, on est bien dans nos baskets. Je ne sais pas si c'est une différence, mais en tout cas, c'est ce qui s'applique à nous deux. Qu'il y a cette nouvelle génération qui arrive et qui fleurit. Alors, est-ce que vous pensez que c'est important justement pour les femmes de se rendre visibles et de montrer l'exemple en tant que dirigeant, ou pensez-vous, comme beaucoup de femmes, qu'il faut, en disant pour bien vivre, vivre en cachet? Un peu des deux, en fait. Un peu des deux. On n'a pas, on n'a pas la prétention de se dire, exemple, les stats sont pas bonnes, vont pas dans le sens des femmes, évidemment. Il faudrait que ces stats dépassent et qu'on ait un équilibre qui est importante. Maintenant, de là à être un exemple, j'en sais rien. J'ai envie de dire, cassez les plafonds de verre, n'ayez pas peur, lancez-vous. Au pire, ça marche pas, et au mieux, vous avez une magnifique expérience. La différence, je dirais, entre la France et les États-Unis, c'est que aux États-Unis, un échec entrepreneurial, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, on se dit qu'il faut peut-être 1, 2 ou 3 échecs avant de vraiment réussir sa boîte. En France, c'est considéré comme un échec dès la première fois et après, on a du mal à se relever. C'est plus une mentalité globale en France qu'il faut changer et permettre, bah oui, on peut ne pas réussir et on peut y arriver la prochaine fois. Et c'est surtout ne pas avoir peur de se lancer. Il faut y aller. Moi, je suis très fière parce que ma mère était tchèque et mon père était slovaque. Et j'étais extrêmement fière parce qu'il y avait la première femme présidente, Susanna. Elle a fermé les frontières à 90 cas de COVID et pour la totalité, ils ont eu 26 morts. Donc, quand on entend des statistiques maintenant des États-Unis, de l'Inde et ces images terribles du Brésil, on voit, pour moi, je vois une différence et on a fait un bel article sur Wire. On se rappelle qu'il y a le membership gratuit jusqu'à la fin juin, donc j'espère que tout le monde va s'inscrire. Pour une raison, je suis toujours le seul journal pour les femmes dirigeantes dans l'immobilier. C'était une bataille, mais on a bien survécu, on a fait plein de belles choses. Alors, Isabelle, toi qui as vécu ça avec ta fille, Daphné, comment tu vois cet avenir pour elle? Alors pour ma fille, ça va être du très très long terme parce qu'elle a 6 mois, mais c'est vrai que c'est une période qui va avoir des répercussions pendant plusieurs années. Ça, il faut pas le négliger, il faut pas sous-estimer la gravité de la situation. Je lisais un article encore ce matin en disant que les boîtes qui étaient impactées aujourd'hui ne s'en remettraient pas avant 2024. Sans compter évidemment toutes les entreprises qui vont faire faillite, qui vont devoir licencier. Donc malheureusement, les conséquences du Covid sont devant nous, sont là dans les prochains mois, parce que les mesures gouvernementales nous ont quand même pas mal aidé à maintenir les emplois et à décaler le paiement des charges sociales. Donc c'est les prochains mois qui vont être difficiles. Est-ce que vous, par contre, en 2024, vous aurez doublé votre chiffre d'affaires ou peut-être quadruplé? On prévoit de le doubler chaque année. Donc, en effet, en 2024, on l'aura bien plus que doublé. Là, les ambitions dans les années à venir, c'est d'être présent sur d'autres marchés que le marché français, donc de s'ouvrir au marché européen et en premier lieu à l'Angleterre et à l'Allemagne. Et puis, c'est de développer le produit aussi sur d'autres verticales que l'asset management. Alors, pour le moment, on ne peut pas encore en parler, mais c'est des verticales qui sont en cours de développement. Est-ce qu'il y a de nouvelles innovations qui vont se passer? Donc, effectivement, vous dire où est-ce qu'on sera en 2024 sur certaines innovations. J'espère que la blockchain se sera vraiment développée, que sur l'OCR, on aura des meilleurs résultats et qu'en fait, à partir du moment où un document sera rédigé ou directement codé via de la blockchain, toute l'automatisation de A à Z d'un locataire à un bailleur à un banquier sera complètement automatisée.
Maintenant, est-ce que ce sera 2024 ou 2026? Voilà, en ce moment, les tests sur les OCR sont concluants à hauteur de 70 à 80%. On va aller, je pense, sur des technologies qui vont aller de plus en plus vite. Donc oui, il y aura de la modernité sur toute la partie contractuelle. Cette solidarité chez Wire, comment vous sentez? Vous avez vous-même créé une association 17%. Comment vous voyez cette solidarité qui était cruciale? Isabelle, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes une femme solidaire? Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental de s'entraider, c'est fondamental de partager. Maintenant, les réseaux de femmes, dont l'association de 17% que Déborah a cofondée, c'est pas seulement des associations de solidarité, c'est aussi des associations pour partager des moments, pour partager pour échanger sur des sujets d'actualité, sur des sujets qui nous concernent toutes. Bon, donc moi, ce que j'aime dans un réseau de femmes, c'est que ça soit pas un réseau uniquement de femmes pour les femmes, que ça soit plus ouvert, qui est évidemment ce partage et cet angle féminin, mais que ça soit pas un réseau de femmes contre d'autres communautés ou contre les hommes. Donc, moi, j'aime cette solidarité et ce partage quand ça inclut aussi d'autres personnes. Et d'ailleurs, Déborah, je sais pas si tu vas en parler, il y a aussi des événements 17% où les femmes invitent un homme et où finalement l'ambition, c'est une parité plus qu'un réseau de femmes à 100%. L'objectif premier, c'était de réseauter finalement entre femmes, de s'entraider pour casser ces plafonds de verre qu'on a au-dessus de nos têtes et particulièrement dans l'immobilier. Et le deuxième objectif, c'est d'assurer une parité. Donc, c'était vraiment pas l'un contre l'autre. Isabelle l'a très bien défini. On a cette soirée 100% paritaire, effectivement, de l'immobilier, qui a été un très grand succès l'année dernière. Je doute qu'on puisse la recommencer cette année. C'est très important de voir le nombre des hommes très important qu'on ne voit jamais, sauf dans les endroits les plus divins, et ils étaient tous chez toi. Effectivement, la soirée, c'était une grande réussite. Alors, c'est pas chez moi, c'est vraiment chez 17%. Aujourd'hui, je peux pas annoncer le prochain événement parce que voilà, on voulait garder cette soirée en novembre. Deuxième vague, pas deuxième vague, on prendra zéro risque. Donc, on est très attentiste sur la situation. Et alors, il y a le PropTech en septembre, il y a le Rent, on espère, il y a Expo Réal, donc on espère que tout ça va se tenir, on en a besoin. Oui. Ce soir, le 24 juin, on va se lancer EBW 2020 en Europe, donc c'est Empowering a Billion Women by 2020. C'est un peu difficile, mais on va faire des missions d'aider des femmes à gagner plus parce que c'est essentiel. Ces femmes américaines, ils sont vraiment en souffrance. Ils n'ont pas de protection sociale autant qu'ils ont en France. Les femmes ont besoin d'être solidaires et chaque membre de Wire, on va être solidaire avec les femmes dans le monde entier, le World Women in Real Estate. Quel est le mot-clé pour la nouvelle génération de femmes dirigeantes? Empowerment, c'est ça le mot-clé. Et merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Rejoignez Wire. Merci. Au revoir.